c'est le 24 mai 1943 que les Allemands se sont rendus en Tunisie et qu'ils ont été tous faits prisonniers sur place. Vous voyez, par l'armée anglaise, par la 8e armée de Montgomery et par la 2e DB. Alors Cathy, on va parler maintenant, toujours dans le cadre de nos émissions sur Yom HaShoah, d'un épisode peu connu de cette période, ce qui s'est passé en Tunisie et comment les membres de la communauté juive de Tunisie ont vécu cette période de la Shoah. Et pour en parler, nous sommes ce matin avec Claude Cherniak. Claude, bonjour. Bonjour Olivier. Bonjour Claude. On va parler plus précisément de Sousse. On va parler des personnes de Sousse, puisque vous êtes originaire de Tunisie, vous êtes né à Sousse. Je suis né à Sousse le 1er mai 1934. Donc, quand la guerre a été déclarée en 1939, oui. Ça s'est rapidement terminé au mois de juin 1939. Et puis après, il y a eu l'occupation allemande en France, mais nous aussi en Tunisie, en particulier à Sousse, comme à Sfax d'ailleurs, nous avons été aussi occupés par les Allemands. Alors vous étiez très jeune, mais vous vous souvenez exactement de ce qui s'est passé? J'avais 8 ans quand nous avons été occupés par les Allemands. Le 1er octobre 1942, donc j'avais 8 ans, je suis rentré à l'école, avec ma petite sœur d'ailleurs, avec l'étoile jaune. Alors, avant que les Allemands débarquent, il y a eu d'abord une occupation des Italiens. C'était en 1941. Les Italiens qui revendiquaient la Tunisie. Parce qu'ils occupaient déjà l'Abyssinie, ce qui s'appelait l'Abyssinie, ou la Tripolitaine, qui est devenue après la Libye. Et ils revendiquaient la Tunisie, puisqu'ils étaient allés avec les Allemands, ils pensaient gagner la guerre et avoir la Tunisie à la place de la France. Donc, en 1941, les Italiens sont arrivés. Mais les Italiens, c'était sympathique. Et puis, comme il y avait une très, très une forte communauté, elle était même majoritaire, la communauté italienne, non seulement juive, mais chrétienne aussi, en Tunisie, ça s'était très bien passé avec les Italiens. Mais en septembre 1942, les Allemands ont débarqué à Sousse parce que Rommel était en train de perdre les batailles. Il a d'abord perdu à Bir Hakeim, puis à El Alamein, donc il reculait. Il a demandé des renforts qui sont arrivés par bateau à Sousse. Et là, tout de suite, les Anglais ont bombardé Sousse et la ville, on a passé 48 heures dans les abris et la ville étant détruite à moitié, à 50%, plus de 50%. Il y a eu beaucoup de morts ces 2 jours-là. Tout le monde a quitté la ville. Sousse est devenue une ville morte. Et nous avons tous été éparpillés dans les villages arabes. Alors ça, c'est assez incroyable dans votre histoire, Claude Cherniak, parce que vous êtes resté justement rescapé chez ces familles arabes pendant 6 mois. 6 mois, puisque nous n'avons été délivrés, Sousse n'a été délivré que le 12 avril 1943. Pendant ces 6 mois, nous avons vécu avec des Arabes. Alors, on a vécu, nous, les femmes et les enfants seulement. Les hommes, tous les hommes de 16 ans à 60 ans avaient été réquisitionnés par les Allemands sur le port. Ils travaillaient sur le port et ils dormaient le soir à la prison de Sousse. Donc, c'est les Arabes qui ont veillé sur vous, qui vous ont protégé, qui vous ont nourri? Exactement. Nourri, protégé pas, non, parce qu'on n'était pas en danger. Non, mais je veux dire, ils ont veillé sur vous. On a même, nous les enfants, eu une très belle vie pendant ces 6 mois. On n'allait pas à l'école, on faisait la chasse aux oiseaux, on faisait des courses de bourricots avec les Arabes, on ne manquait de rien. On avait tout ce qu'il fallait pour manger. On avait même un réfugié, un boucher cachère, donc sa femme tenait la boutique et on avait même de la viande cachère. Pendant ces 6 mois, on a manqué de rien. Comment se passait la cohabitation avec la population arabe? Écoutez, nous, on avait, tout ce que j'ai vécu moi à mon âge, je n'avais de relations qu'avec les enfants arabes et avec les gens avec qui nous vivions. Vous savez comment ça se passait? Les maisons arabes en Tunisie, c'était pas comme ici en Israël, de belles maisons à étages et tout. C'était des rez-de-chaussée fermés par 4 murs
Et il y avait toujours 3 bâtiments. Chaque famille avait 3 bâtiments, puisqu'ils avaient souvent 2 ou 3 femmes, où il y avait un fils qui était marié. Eh bien, ils ont quitté un des bâtiments pour nous le laisser. Et donc, on a vécu pendant ces 6 mois avec les toilettes, c'était des feuillets au milieu de la cour. Et on était 21 personnes dans un seul bâtiment. Eux, ils se sont serrés dans les 2 autres. Et on avait des relations qu'avec ces gens-là, ou avec surtout le caïd du village, qui était un ami de mon père, qui est un médecin, le docteur Slim. C'est lui qui nous a trouvé la famille, et qui nous a fait les piqûres parce qu'il fallait faire des vaccins contre la typhoïde, la typhus, etc. Alors, est-ce que Claude, au cours de cette période, il y a des gens qui ont été déportés, ou alors est-ce que Sousse a été épargné? Alors, ouais, parce que ça, c'est important. À Sousse, il n'y a pas eu de déportés, mais il y a eu des morts. Des morts par bombardement, des morts tués par les Allemands sur le port, quelques-uns, parce que c'était comme ça. De temps en temps, il y en a un qui voulait tirer. Bon. Mais il y a eu des déportés de Tunis. À Tunis, il y a eu, je crois, entre 70 ou 80 personnes qui ont été déportées. Les Allemands ont déporté. Alors, ce que vous m'avez raconté, Claude, aussi, ce qui est très intéressant, c'est qu'on ne savait pas, enfin que moi je ne savais pas en tout cas, c'est que les Allemands étaient en train de construire un camp de concentration en Tunisie. Exactement. Ils commençaient à reconstruire, à réparer, à reconstruire les camps de Tataouine, qui étaient des camps où les Français c'était un genre, un demi-bagne, si vous voulez, c'était pas un vrai bagne, c'était ce qu'on appelait les casernes des joyeux, c'était les militaires, les voyous, ceux qui avaient fait de la prison, mais qui étaient aussi appelés service militaire, et qui étaient mis à Tataouine, dans le sud tunisien, dans ces anciennes casernes-là, qui n'étaient plus utilisées, parce que ça, je vous parle d'un temps des années 20, après la Première Guerre mondiale. Ça avait disparu après. Bien sûr. Et les Allemands, ils commençaient à rebâtir, si vous voulez, les camps là-dedans. Donc, voilà. Le but, c'était... Et on a échappé belle, parce que si ça avait duré 6 mois de plus, on y passait tous. Voilà, donc le but, c'était de déporter les Juifs tunisiens dans ces camps. Alors, on va passer... Je voulais vous préciser que l'étoile jaune, c'est pas les Allemands qui nous les ont obligés à la porter. Ce sont les Français. Ah ouais. Ce sont les Français qui ont appliqué les mêmes lois qui se passaient en France. Mais pourtant, vous étiez sous protectorat. Ce n'était pas la France, la Tunisie. Ici, exactement. Mais nous étions Français. Nous étions juifs, mais français. La Tunisie, la communauté juive en Tunisie était en grande majorité, c'est vrai, tunisienne. C'était des juifs tunisiens, ils n'avaient pas ils étaient ou tunisiens ou italiens. Il y avait beaucoup de juifs italiens, parce qu'il y avait des grands contacts et un commerce très important entre la Tunisie et l'Italie. Mais il y avait quand même quelques juifs qui étaient français. Étaient français, des gens comme mon père, qui est arrivé d'Ukraine, puisqu'il est né en Ukraine, et qui a fait 5 ans de Légion étrangère. Et au bout de 5 ans de Légion étrangère, il a été devenu français. Il a quitté la Légion pour se marier avec une juive à Sousse, puisque son régiment avait été ramené en vacances, si vous voulez, à Sousse, la dernière année. Et là, nous sommes nés français. Ouais. Alors, et il y avait aussi des Français, les gens qui avaient fait, les anciens combattants qui avaient fait la Première Guerre mondiale pour la France. Il y avait des Juifs tunisiens qui se sont battus pour la France dans la Première Guerre mondiale. Et ces anciens combattants ont obtenu la nationalité française. D'accord. Voilà. Alors, on va faire un bond un peu dans l'histoire, Claude, parce que c'est très intéressant et on aura sans doute l'occasion de reparler avec vous de toute cette période, mais on va faire un bond dans l'histoire et on va parler de quelle manière vous avez découvert justement les horreurs qui ont eu lieu en Europe dans les camps de concentration et qui ont été faits par les nazis. Écoutez, mon père, quand il a été libéré, quand on a été libéré le 12 avril, le soir même, il est parti, il s'est engagé dans la 2e DB avec le général Leclerc
il a fait la donc la campagne de Tunisie, parce qu'il y a eu encore des combats en Tunisie entre le 12 avril. Tunis n'a été libéré que le 7 mai et Bizerte le 24 mai. Et c'est le 24 mai 1943 que les Allemands se sont rendus en Tunisie et qu'ils ont été tous faits prisonniers sur place. Vous voyez, par l'armée anglaise, par la 8e armée de Montgomery et par la 2e DB. Et mon père s'est engagé. On ne l'a revu qu'en 1947. Il est parti d'abord au Maroc, puis après en Angleterre pour préparer le débarquement de Normandie. Il a fait le débarquement de Normandie, la libération de Alors, pendant toute cette période-là, vous n'étiez pas au courant de ce qui était arrivé aux Juifs? On ne savait rien du tout. Et mon père, donc, qui était à la fin de la guerre, quand les Allemands se sont rendus compte, on a gagné la guerre le 8 mai 1945. Mon père était lieutenant, il était l'officier d'ordonnance du général Biot, qui était le commandant supérieur des troupes d'occupation à Berlin. Et mon père était à Berlin pendant 2 ans, jusqu'en 1947. Nous n'avons revu mon père qu'en juin 1947. Et c'est parce qu'il est rentré parce que ma mère l'obligeait à rentrer parce qu'on devait faire le bar mitzvah, mon frère qui avait 15 ans et moi 13 ans. Il est rentré pour ça. Voilà. Donc c'est avec lui. Il nous a jamais dit les horreurs qu'il avait vues en Allemagne. Alors comment vous avez découvert ces horreurs? Comment vous avez connu ces horreurs? Alors, nous avons grandi, nous avons vécu en Tunisie jusqu'en 1956. Moi jusqu'en 1955, j'étais appelé à l'armée en 1955. Mes parents ont été rapatriés en France en 1956. On n'avait pas du tout entendu parler de la Shoah, des massacres, de tout. C'est en arrivant en France qu'on a un peu su. Bon. Et puis surtout, moi, j'ai vraiment pris conscience des choses. En 1973, quand j'ai été nommé pour des pouvoirs à Marseille de la Banque d'Union Parisienne, le Crédit du Nord, je suis arrivé à Marseille en 1973, que j'ai connu des Juifs et j'ai connu surtout des rescapés de la Shoah. En 73, donc. En 73, quand je suis arrivé, c'est en 73, 74, dans les années qui ont suivi, j'ai connu des gens qui avaient été soit des enfants cachés, soit des rescapés de la Shoah, qui sont revenus des camps comme Ida Palombo et son mari, que j'ai bien connu, qui étaient mes clients. Et c'est là qu'ils ont commencé à parler. Et comme le grand rabbin Salzer, d'ailleurs, qui nous a mariés, ma femme et moi, en 58, mais qui était aussi un rescapé de la Shoah, le grand rabbin Salzer de Marseille, qui a été remplacé après par le rabbin Citruc, Joe Citruc. Qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez pris conscience de d'abord à quoi vous avez forcément échappé, et puis de voir ce destin tragique du peuple juif? Ça a été l'horreur, parce qu'en plus, ça nous a fait prendre conscience de ce à quoi on a échappé. Bien sûr. Ouais. Et ça a été vraiment... Et c'est pour ça que je me suis un peu investi à Marseille dans l'association de la mémoire de la Shoah, avec mes amis Robert Misrahi et Albert Barbout, qui sont toujours vivants, tous les deux, ils sont très âgés, mais ils sont vivants, et Madame Toros Marter, qui était la présidente. Et nous avons à Marseille, dans la cour du Grand Temple Breteuil, de la Grande Synagogue, nous avons fait un mur de tous les noms des gens de Marseille qui ont été raflés le 20 juillet 1943, qui ont été raflés à Marseille, dans tout le quartier de l'Opéra, qui était un quartier juif. Et il y a eu, je crois, 786 noms dans ce mur. Et tous les ans, pour le Yom HaShoah, les enfants des écoles, des mouvements de jeunesse, le Maccabi, le Bnei Akiva, le Dror, le Dej, toute la journée, nous lisons les noms des gens qui ne sont pas revenus des camps de concentration. Voilà. Très bien, Claude. Merci beaucoup pour votre témoignage. C'est avec plaisir et avec émotion que je vous le rends.